Bonjour, je suis Eva Carter. Marie-Thérèse a été l'une des femmes les plus puissantes de l'histoire, réformant un empire tout en élevant 16 enfants. Parmi ses 11 filles, toutes prénommées Marie, la plupart ont été préparées à devenir des épouses obéissantes, mais elles avaient des projets bien plus audacieux. 5 sont parties trop tôt, 2 sont devenues de véritables souveraines, et l'une d'elles, Marie-Antoinette, est devenue la légendaire reine de France. Avant d'entrer dans les appartements impériaux, abonnez-vous et cliquez sur le pouce bleu. Cela m'aide énormément à dénicher ces histoires incroyables pour vous. La première-née, Marie-Élisabeth, était la préférée de son grand-père et portait un tendre surnom. Mais à l'âge de 3 ans, une maladie soudaine a mis fin à ses jours dans les bras de son père. Plus tard est née Marie-Anne, une jeune fille brillante mais ignorée par sa mère en raison de sa fragilité physique. Pourtant, son père a décelé son talent scientifique et ils menaient ensemble des expériences de chimie. Anne ne s'est jamais mariée, devenant plutôt une scientifique respectée et une protectrice des arts. Sa sœur, Marie-Christine, était la favorite absolue de sa mère, ce qui rendait les autres enfants très jaloux. Elle fut la seule autorisée à se marier par amour, en épousant le prince Albert. Ensemble, ils sont devenus des souverains accomplis et des collectionneurs d'art, même s'ils ont dû faire face à des troubles politiques. Un destin bien différent attendait la seconde Marie-Élisabeth. Elle était considérée comme la plus belle jeune fille d'Europe, mais une maladie cruelle a marqué son visage, rendant tout mariage impossible. Elle est devenue la directrice d'un couvent doté d'un esprit vif et d'un amour immodéré pour la haute société. La plus audacieuse de toutes était Marie-Amélie. Elle n'a jamais pardonné à sa mère son mariage forcé et a fini par prendre le pouvoir à Parme, écartant son mari trop passif. Amélie a choqué la cour en portant des vêtements d'homme et en menant une vie scandaleuse, défendant l'indépendance de son État jusqu'au bout. Je vous parlerai des autres sœurs la prochaine fois, mais pour l'instant, regardez les 2 autres vidéos intéressantes qui s'affichent sur votre écran. C'était Eva Carter. Tous les enfants de cette immense famille n'ont pas eu la chance de grandir et de porter une couronne de mariée. L'histoire de Marie-Élisabeth, la première-née, a commencé par une légère déception de ses parents qui espéraient un héritier mâle. Cependant, cette petite fille vive et charmante est vite devenue la préférée de tous. Elle était particulièrement adorée par son grand-père, l'empereur Charles VI. Il passait tout son temps libre avec sa petite fille et l'appelait affectueusement Licelle. Mais le bonheur familial fut de courte durée. Lors d'un voyage dans le sud de l'Autriche, la fillette de 3 ans est soudainement tombée malade. Elle souffrait de douleurs intenses et de vomissements, ce qui a plongé sa mère dans un désespoir total. À 9h ce soir-là, la petite Marie-Élisabeth s'est soudainement redressée, a regardé son père et a dit d'une voix très claire qu'elle se recommandait à Dieu. Puis, son voyage sur cette terre s'est achevé dans les bras de son père. Cette tragédie soudaine a laissé une cicatrice profonde dans la famille et a laissé la place à la prochaine Marie, dont la vie allait devenir une lutte constante pour obtenir l'attention maternelle qu'elle n'a jamais vraiment reçue. Dans le monde étincelant du palais, la beauté était la principale monnaie d'échange. Mais que restait-il à celle qui n'en possédait pas ? Marie-Anne, connue sous le nom de Mariana, était incroyablement intelligente et douée pour la musique. Mais sa fragilité physique et ses maladies constantes dans les couloirs froids du palais l'empêchaient de correspondre à l'idéal royal. À cause de ses problèmes de santé, elle n'a pas reçu les soins maternels dont bénéficiaient ses frères et sœurs. Au lieu de cela, elle est devenue la compagne fidèle de son père, partageant sa passion pour la science et menant des expériences complexes en chimie et en physique. À 19 ans, une grave pneumonie a failli lui coûter la vie, et bien qu'elle ait survécu, sa santé a été durablement endommagée et une déformation est apparue dans son dos.
Pendant que les courtisans se préoccupaient des apparences, Mariana a découvert une vie paisible dans un couvent à Klagenfurt, où l'on valorisait l'âme plutôt que le physique. Sa mère s'est longtemps opposée à son souhait d'entrer au couvent, lui proposant à la place des postes prestigieux à Prague. Mais Anne a continué d'étudier les sciences, collectionnant des minéraux et des insectes uniques tout en soutenant des fouilles archéologiques. La haute société considérait ses intérêts comme inconvenants pour une femme, mais dans les milieux scientifiques et créatifs, son nom était prononcé avec un profond respect. Ce n'est qu'après le décès de l'impératrice que Mariana a trouvé la vraie liberté entre les murs du couvent, agrandissant des hôpitaux et menant des recherches parmi des personnes partageant les mêmes idées. Anne a trouvé sa liberté dans la science, mais sa sœur Christine a choisi une autre voie. Elle a décidé de devenir la femme la plus détestée de la famille en obtenant exactement ce qui était interdit à tous les autres. Dans le monde de la haute politique, l'amour a toujours été considéré comme un luxe inabordable. Mais Marie-Christine, surnommée Mimi dans la famille, a été une exception étonnante. Elle est née le jour du 25e anniversaire de sa mère et est immédiatement devenue sa favorite attitrée, ce qui a provoqué une amertume et une jalousie féroces chez ses frères et sœurs. Mimi était brillamment éduquée et possédait un don pour l'art, mais son cœur cherchait une affection profonde. Elle a noué une amitié incroyablement proche avec Isabelle de Parme, l'épouse de son frère Joseph. Les deux jeunes femmes étaient inséparables et ont échangé plus de 200 lettres pleines de tendresse jusqu'à ce que la vie d'Isabelle soit brisée par une maladie cruelle. Mimi a trouvé du réconfort dans ses sentiments pour le prince Albert de Saxe. Malgré les objections de son père, elle a utilisé toute son influence sur sa mère pour obtenir la permission de cette union. Elle est ainsi devenue la seule des 11 filles autorisées à se marier par amour plutôt que par stratégie politique. L'impératrice a doté sa favorite d'une dot massive et de postes de haut rang pour son mari. Même si leur fille unique n'a vécu que très peu de temps et que le couple a plus tard dû affronter de violentes révoltes et la perte du pouvoir aux Pays-Bas, leur union est restée un modèle de dévotion jusqu'à la fin. Albert a même fait construire un magnifique monument en l'honneur de sa femme, exprimant sa gratitude éternelle. Tandis que Christine savourait un bonheur unique pour l'époque, sa sœur suivante, Élisabeth, était préparée pour devenir la plus belle reine d'Europe. Cependant, le destin et une grave maladie avaient des projets totalement différents et effrayants pour elle. Qu'est-ce que cela fait de passer du statut d'atout le plus précieux de l'Empire à celui d'une personne dont le chemin vers le trône est fermé à jamais? La seconde Marie-Élisabeth, nommée ainsi en hommage à sa sœur aînée disparue, était d'une beauté éblouissante. Sa mère l'appelait une jolie coquette et voyait en elle la clé des alliances politiques les plus rentables. On l'envisageait comme épouse pour les rois d'Espagne ou de Pologne, et plus tard comme un parti pour le monarque français veuf, Louis XV. Mais à 24 ans, au sommet de son charme, Élisabeth a été frappée par la petite vérole. La maladie a épargné sa vie, mais lui a retiré pour toujours ce qui était considéré comme son principal atout. Son visage parfait a été cruellement marqué. Du jour au lendemain, elle est devenue une fiancée que plus personne ne voulait épouser. Toutes les négociations diplomatiques ont cessé et c'est finalement sa petite sœur qui a pris sa place à Paris. Lorsque son frère Joseph est arrivé au pouvoir, il a voulu supprimer l'influence féminine de la cour et Élisabeth a dû s'installer dans un couvent à Innsbruck. Cependant, son nouveau rôle d'abbesse n'avait rien d'un silence humble. Elle a conservé son rang élevé, vivait dans des appartements luxueux et a commencé à mener une vie sociale en grand style. Avec le temps, elle a pris beaucoup de poids, mais elle a développé un esprit incroyablement vif et la réputation d'organiser les fêtes les plus somptueuses de la ville. Son ironie et son esprit animé étaient bientôt plus appréciés que sa beauté d'autrefois.
Élisabeth a accepté son sort, trouvant du réconfort dans le luxe et la renommée sociale. Mais sa sœur Marie-Amélie a décidé que, si on ne lui permettait pas d'aimer, elle prendrait le pouvoir par la force et par le scandale public. Marie-Amélie est devenue la fille la plus rebelle, décidant de défier la volonté de la grande impératrice. Dans sa jeunesse, elle aimait sincèrement le prince Charles et a supplié qu'on l'autorise à l'épouser, espérant la même clémence que celle accordée à sa sœur Christine. Cependant, sa mère s'est montrée froide et inflexible, la forçant à épouser le duc Ferdinand de Parme à la place. Amélie n'a jamais pardonné cette cruauté. En arrivant à Parme, elle a vite compris que son mari préférait les devoirs religieux et l'éducation des enfants, ne montrant aucun intérêt pour la politique. Elle a alors décidé de prendre les rênes du pouvoir en main. Elle a expulsé les ministres étrangers, nommé des personnes fidèles et est devenue la véritable souveraine de l'État, coupant toute communication avec sa mère et ignorant les lettres de colère venant de Vienne. Son mode de vie est devenu un défi ouvert à la haute société européenne. Amélie a eu de nombreuses liaisons amoureuses, s'habillait souvent avec des habits d'homme et passait ses nuits dans des lieux publics, se mêlant secrètement au peuple pour boire et jouer. Pendant que sa mère lui envoyait de sévères réprimandes, Amélie gagnait la loyauté des citoyens par son extraordinaire générosité, organisant des fêtes où les nobles et les pauvres s'asseyaient côte à côte. Même lorsque les troupes de Napoléon sont entrées sur son territoire, elle a refusé de quitter ses terres jusqu'au dernier moment, gardant une profonde rancœur envers ceux qui avaient fait du mal à sa famille. Amélie s'est battue pour son indépendance jusqu'au bout, même alors que l'armée de Napoléon approchait de son palais. Mais son histoire n'est que la moitié du drame. La vie des premières filles de Marie-Thérèse montre que, même au cœur d'un grand empire, le bonheur personnel était un cadeau rare. Certaines ont quitté ce monde à un âge très tendre, d'autres ont trouvé leur vocation dans la science ou entre les murs silencieux d'un couvent, et d'autres encore ont choisi la voie de la défiance ouverte pour leur propre liberté. Mais ce n'est que le début de notre histoire. Nous attendent les récits des 5 plus jeunes sœurs, dont les vies ont été liées à des changements mondiaux. Nous découvrirons l'histoire de 4 jeunes filles qui ont été promises au même homme l'une après l'autre. Celle de Marie-Caroline, qui a réussi à arracher le pouvoir sur Naples à son propre mari. Et bien sûr, celle de la plus célèbre de toutes, Marie-Antoinette, reine de France, qui a vécu dans le luxe jusqu'à sa dernière heure tragique pendant la Grande Révolution. Leurs histoires prouvent qu'une couronne peut souvent être une cage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, c'est le moment idéal pour regarder 2 de mes autres vidéos qui viennent de s'afficher sur votre écran. Il y a des histoires tout aussi passionnantes. C'était Eva Carter, on se retrouve dans le prochain épisode.